Dernière chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que quand on est anesthésié, on est dissocié, et que la dissociation, ça déconnecte. Les personnes sont déconnectées, elles sont en fait un peu étrangères à elles-mêmes. C'est ce qui se produit au moment des violences, mais qui peut se produire après. Et du coup, il y a une sorte de situation où les faits paraissent irréels, où il y a une sorte d'indifférence émotionnelle face aux faits. Et ça ne facilite pas les choses pour les victimes. Et plus elles sont en état de dissociation, plus elles subissent encore des violences, plus elles sont confrontées à leur agresseur, plus elles vont être dans cet état-là, qui vraiment permet aussi une emprise totale de l'agresseur. Donc cette dissociation aussi, elle a un impact très très lourd par rapport aux professionnels qui vont les croiser. C'est que du coup, vous savez, on fonctionne par empathie. Ça veut dire qu'on ressent les émotions d'autrui. Là, on a eu plein de moments d'émotions. Je veux dire, on les a ressentis. Mais si on a quelqu'un qui est dissocié en face de soi, on ne ressent rien. Parce que la personne, justement, elle n'a pas d'émotion, puisqu'elle est déconnectée, elle est anesthésiée. Alors elle va essayer de jouer un rôle pour pouvoir s'adapter. Souvent les victimes, elles développent des capacités extraordinaires pour pouvoir s'adapter malgré tout à la vie. Mais du coup, en face, on ne va pas ressentir grand-chose. Et si on ne ressent pas grand-chose, on ne fait rien. Et c'est ce qui se passe. Si on ne sait pas, si les professionnels ne connaissent pas la dissociation traumatique, ils vont passer à côté des victimes qui sont les plus en danger. Parce qu'ils vont se dire, bon, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être tous vu Police, le film, où on voit cette petite jeune de 14 ans à qui on a imposé des fellations pour récupérer son portable, donc des viols en réunion, et qui a l'air complètement à l'ouest, complètement déconnectée. Et les policiers de la secouer, de lui faire la morale, et de lui dire, mais qu'est-ce que tu aurais fait alors si on t'avait volé ton ordinateur? Et tout le monde de rire. On est en train de rire de quelqu'un qui est hyper traumatisé et qui est en grande souffrance et qui est en grande détresse. Sauf que du coup, personne ne le voit. Donc, c'est des connaissances qu'il faut absolument avoir. Et donc, toutes ces stratégies vont avoir un impact. C'est ce qui va expliquer toutes les conséquences avec la dépression, avec les phobies, avec les conduites addictives, les troubles alimentaires qui font partie de ces conduites aussi addictives. Mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, parce que quand on se construit avec cette mémoire traumatique, comment on peut savoir qui on est? On peut être envahi continuellement par la victime qu'on a été. Alors si on a été une victime à l'âge de 3 ans, on est envahi par la petite fille de 3 ans. Si on a été une victime à l'âge de 11 ans, on est envahi par cet enfant de 11 ans. Et puis on est envahi aussi par l'agresseur. Et du coup qui parle, qui revient. Et là aussi, si un jeune qui entend des cris, qui entend des voix qui lui parlent, et qui ressent des sensations, qui a l'impression que d'un seul coup il y a quelque chose qui le pénètre, si quelqu'un dit ça à un professionnel de santé non formé, quel diagnostic on va faire? Psychose. On va diagnostiquer des hallucinations et des psychoses, et il y a beaucoup de jeunes qui sont diagnostiqués psychotiques. Donc ils peuvent être diagnostiqués déficients, mentales, psychotiques, ils vont être en interruption dans leur trajectoire scolaire. Ils vont être au banc de la société, en quelque sorte. Et quand on les prend en charge et qu'ils vont mieux, qu'on traite cette mémoire traumatique, ils reprennent des études, ils font des études merveilleuses, j'en ai plein. Et c'est ça que je veux, c'est-à-dire qu'on arrête de les abandonner. Voilà. Alors maintenant, je vous ai donné un petit peu ces éléments-là. La mémoire traumatique, dernière chose, ça se traite. Voilà, ça se traite, c'est exactement comme une fracture, ça se traite. Et ça se répare tout seul une fois que c'est bien mis en place. Et d'ailleurs, les victimes qui sont prises en charge deviennent leurs propres expertes. Et petit à petit, elles s'auto-réparent de mieux en mieux et de plus en plus. Encore faut-il initier cette réparation, donner les bonnes informations et que les personnes comprennent que ce qui les envahit, c'est pas elles, c'est les violences, c'est l'agresseur, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Alors, 10%, donc, justement, on en parlait, 10% des victimes rapportent avoir souffert de bouffées délirantes. Voilà. Et justement, là aussi, est-ce que les professionnels vont se poser des questions? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi? Et écouter de quoi il s'agit dans le cadre du délire? Le plus souvent, non. 16% d'hallucinations. 16% des répondants rapportent avoir été hospitalisés en psychiatrie. Plusieurs reprises et souvent sous contrainte. Et alors là, souvent, ça se passe mal, parce que là aussi, la réponse, ça va être d'anesthésier au maximum la souffrance, avec des personnes qui vont se retrouver sous neuroleptiques ou sous médicaments à haute dose. Voilà. Une anesthésie émotionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette fameuse dissociation traumatique, qui va être aussi responsable des amnésies traumatiques, on va voir tout à l'heure, est rapportée par plus de 2/3 des victimes, 68%. Voilà. Pour supporter l'insupportable, il fallait bien.
L'estime de soi, si je voulais vous parler, l'estime de soi. C'est-à-dire que quand vous avez un agresseur qui vous a renvoyé, que vous ne valez rien, que vous étiez un objet avec lequel que l'on pouvait détruire, essayer de détruire, dont on mettait en scène qu'il n'avait plus aucune dignité, dont on mettait, qu'on voulait, en fait, avec lequel on voulait jouer, ou on voulait en jouir, puisque la violence sexuelle, c'est quand même ça qui est mise en scène. Les victimes, elles sont hantées par ça, elles sont colonisées par ça, et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est au travers du regard de l'agresseur et ce qu'il a mis en scène qu'elles le voient. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, c'est toute la société qui va leur renvoyer à peu près les mêmes images, en disant que ça va pas, que de toute façon, elles sont toutes à l'envers, etc. Alors que c'est faux, que c'est l'inverse. Donc, et aussi, par rapport, sur tout ce que je voulais aussi vous dire, c'est les atteintes neurologiques. On sait maintenant depuis 2013 qu'il peut y avoir des atteintes corticales, des zones qui ont été impactées par les violences, par exemple la zone génitale, il peut y avoir des atteintes corticales très importantes qui sont vraiment amincies de façon très significative au niveau du cerveau. Donc on le voit sur les IRM, on voit les atteintes, mais on voit aussi les réparations. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a aussi toutes les atteintes au niveau du circuit émotionnel. Tout ça, ça se voit. Et en fait, ce qu'on veut, c'est intégrer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique qui permet d'avoir une histoire qui, contrairement à ce qu'on dit, il ne s'agit pas de sortir de la position de victime. Victime, on a été... Et on l'est, on a été victime, ça c'est clair. Et puis contrairement à ce que la société renvoie, il n'y a pas du tout, c'est pas à la victime de se sentir coupable d'avoir été victime ou avoir honte d'avoir été victime, mais on n'est plus colonisé par cette histoire. Et alors ça c'est pour expliquer l'accélération, ça c'est le fait d'être paralysé par l'agresseur, c'est la stratégie de l'agresseur avec son incohérence, avec sa violence, avec sa mise en scène qui va bloquer la victime, et c'est son cerveau qui se bloque. Et ensuite quand on reproche aux victimes, mais pourquoi vous n'avez pas crié, pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'avez pas fait ceci, pourquoi vous n'avez pas cela, bah oui, mais c'est le cerveau qui était bloqué. Parfois même, elles font certaines choses, mais de façon complètement automatique, complètement déconnectée. Voilà. Et alors c'était ça, c'était ces belles images que je voulais vous montrer. Ce qu'on voit là, c'est l'amygdale cérébrale, vous savez, cette fameuse structure qui est à l'origine des réponses émotionnelles. Et ce qu'on voit là, c'est l'hippocampe. Là, ce sont deux personnes, deux jeunes femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Les deux, en fait, ont une IRM, on les met dans une IRM donc qui permet de visualiser, c'est une IRM fonctionnelle, ça permet de visualiser les zones du cerveau qui se mettent à fonctionner, voilà, qui consomment en fait de l'oxygène et du glucose. Et on les met dans deux IRM et on leur fait un récit, elles entendent un récit de violence sexuelle qui est proche de ce qu'elles ont subi. Donc elles vont s'allumer en fait en quelque sorte par rapport au stress que ça représente. Ce qu'on voit, c'est que la personne qui n'a pas qui n'a plus de troubles psychotraumatiques, qui a été traitée, qui a été prise en charge, on voit que son amygdale cérébrale s'allume, mais de façon normale, mais surtout son hippocampe, lui, est en marche complètement. Et l'hippocampe, c'est ce qui va intégrer la mémoire, c'est ce qui va replacer la situation en fonction du contexte. Parce que l'hippocampe, ça aussi, ça met en place le contexte et au niveau temporal et spatial. Donc du coup, elle va... ça va faire surgir le souvenir des violences, mais elle ne va pas être envahie par ces violences-là. Elle va les remettre là où elles sont, dans le passé. Et dans le présent, elle va pouvoir se calmer. Elle va pouvoir calmer, en fait, sa réaction émotionnelle. En revanche, quelqu'un qui a des troubles psychotraumatiques, qui n'a pas eu de prise en charge, elle entend le récit, et ce qu'on voit, c'est qu'elle a une amygdale monstrueuse. C'est-à-dire que tout lui remonte, elle est envahie totalement par les violences, elle va faire une attaque de panique, elle va se dissocier, elle va se déconnecter, et ce qu'on voit, c'est que l'hippocampe, lui, il n'est pas du tout, il ne se met pas du tout en marche, il est déconnecté. Et du coup, il n'y a pas du tout de possibilité d'intégrer. Voilà. Et c'est ça qu'on veut obtenir, et c'est ça qui permet les réparations. C'est juste pour vous donner une image, pour vous montrer qu'en plus, on le voit sur les IRM. Alors, quel est le lien par rapport à la santé physique ? Le lien il est facile à comprendre. Quand on a une mémoire traumatique, quand on a des troubles dissociatifs, on a en fait des stress qui reviennent continuellement. Donc on vit avec un stress extrême. Or le stress extrême, la production de cortisol à haute dose va avoir un effet très délétère sur la santé. Donc ça peut aller loin sur des personnes que le docteur Milton va nous en parler tout à l'heure, mais ça peut aller loin et on peut perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie parce qu'on va développer des maladies liées au stress, des troubles cardiovasculaires, du diabète, on va développer des troubles aussi pulmonaires, les addictions vont aussi avoir
avoir un impact très lourd sur la santé, on le sait, on le connaît, des conduites à risque qui vont aussi avoir un impact sur la santé. Et au bout de tout ça, on va se retrouver avec une santé physique altérée. Et là, on voit dans le questionnaire que du coup, plus du tiers déclarent avoir aussi souffert de troubles anorexiques qui peuvent avoir un impact très lourd sur la santé. 48% donc de conduites addictives, donc c'est une victime sur deux qui va avoir des conduites addictives. Et puis sinon, on avait 67% voilà, donc des victimes qui estiment que les violences ont un impact réel sur leur santé. Alors, dernière chose aussi, c'est la grossesse. Ça aussi, c'est des chiffres qui nous ont étonnés. On a vu en fait que 8,5% des victimes se sont retrouvées enceintes après un viol et que 25% ont mené la grossesse à terme. Et 40% ont fait des IVG. D'où l'importance aussi là de poser la question systématique par rapport à une IVG. Les grossesses précoces, il faut s'en préoccuper. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que 21% des grossesses consécutives à des viols concernaient des victimes mineures. C'est vraiment des éléments très importants avec tout ce que ça peut représenter. Et mener une grossesse à terme, certainement particulièrement dans le cadre du couple après des viols, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la vie entière. Chose vraiment aussi très très importante. Il y a toutes ces conséquences physiques vont entraîner des fatigues chroniques, des douleurs chroniques, hein, ça apparaît beaucoup, 58% déclarent des fatigues chroniques, 45% de troubles somatiques aussi. Je vous ai parlé de la dissociation et de l'anesthésie émotionnelle. Ça va être aussi un frein à dépister des maladies qui se mettent en place. Les victimes vont moins ressentir, elles ont un seuil de douleur qui va être élevé, elles vont moins ressentir la douleur et du coup vont s'alarmer un peu tard par rapport à des situations. Ça n'a rien à voir avec elles, ce n'est pas elles qui sont en cause, mais c'est cette dissociation qui va les empêcher de s'alarmer. Ça, c'est important. Et puis, aussi, très très important, c'est le fait d'avoir des troubles psychotraumatiques, d'avoir une mémoire traumatique, fait que les victimes peuvent redouter de façon très importante d'aller voir un médecin, particulièrement un gynécologue, particulièrement des dentistes, hein, c'est vraiment tous les problèmes, et de tous les médecins qui vont les examiner. Et que ça aussi, c'est un problème d'accès aux soins. Et que quand le corps a été vraiment un champ de bataille où on a exercé des violences extrêmes, ce corps-là, il est complètement dissocié, on ne le ressent plus comme son propre corps. On va en parler aussi cet après-midi, de la décorporalisation et à quel point ça aussi, ça va avoir un impact sur la santé. Voilà, merci beaucoup.